Débuté officiellement le 21 septembre, l'année scolaire 2015-2016 poursuit son déroulement normal. Dans la plupart des établissements publics notamment, enseignants et élèves sont à la tâche, comme ici au lycée classique d'Abidjan. Tous les élèves sont là et c'est tant mieux d'ailleurs parce que comme le lycée classique c'est une école d'excellence, on n'a pas plus de 40 élèves par classe. Au lycée Garçon de Bingerville, les élèves s'apprêtent à affronter les premières évaluations. Des devoirs sont programmés pour les prochains jours et dans les salles de classe, les effectifs affichent complet. Tous les élèves sont présents. Aujourd'hui, à 100%, les professeurs sont présents, les encadreurs aussi sont présents à 100%. Les élèves, sur 3798 élèves, il y a 3000 à peu près qui sont déjà inscrits, soit plus de 90%. Et les cours sont effectifs, nous avons repris. À partir du 15, nous commençons les devoirs. Pendant que certains élèves ont entamé les programmes et les compositions, dans cette école privée à Agamé, c'est une toute autre ambiance. On en est encore à la phase d'inscription. La raison, c'est que les parents d'élèves se disent que comme il y a des élections, et ils attendent, mais il y a quelques-uns qui sont inscrits, mais nous, on ne peut pas les attendre. Et dès demain, on commence les cours. Environ 2 semaines après la rentrée des classes, des milliers d'élèves sont déjà dans le bain. Les choses avancent globalement bien. Les retardataires devront prendre assez rapidement le train en marche. Favoriser la décision thérapeutique tout en facilitant la substitution médicamenteuse. Voici l'objectif assigné au guide ivoirien des médicaments. Médecins, infirmiers, pharmaciens, étudiants en médecine pourront s'appuyer sur ce document pour offrir des soins de qualité à leurs patients. Ce document répond à 2 soucis, la décision thérapeutique et la substitution médicamenteuse. Donc désormais, les prescripteurs ont à leur disposition un document qui contient l'arsenal thérapeutique disponible en Côte d'Ivoire. Premier bénéficiaire de ce document réalisé par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avec le soutien de ses partenaires, l'Ordre des médecins et le Conseil des pharmaciens. Ces 2 structures ont reçu chacun un exemplaire. Avec la loi sur la substitution des médicaments, il est important pour les pharmaciens de pouvoir avoir toute la gamme de produits disponibles sur le marché qui peut substituer parce que c'est un élément qui permet l'accessibilité aux médicaments. On va promouvoir ce guide qui doit être un élément qui devrait être utilisé par tous les pharmaciens, tous les médecins également. Vraiment c'est salutaire parce que nous les prescripteurs, il faut dire que de temps en temps nous sommes confrontés à des dilemmes. Nous voulons par exemple prescrire un produit mais nous ne savons pas si vraiment ce produit est disponible dans nos pharmacies. Le guide ivoirien des médicaments répertorie plus de 500 produits avec des informations scientifiques disponibles. Il sera édité chaque année avec pour cible principale 25 000 professionnels de santé en Côte d'Ivoire. Zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues. C'est l'opération initiée par la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, CCILCI. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers liés à la présence des déchets de sachets plastiques dans les rues du district d'Abidjan. À travers cette opération, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire entend appuyer les actions du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable contre la pollution de l'environnement par les déchets de sachets plastiques. Nous voulons sensibiliser sur la nécessité de ne pas laisser traîner les sachets plastiques dans les rues parce que ces sachets plastiques-là, en les ramassant, non seulement on résout un problème écologique, mais en plus ces sachets-là ont une valeur marchande, une valeur financière. Donc on développe l'économie, on crée des emplois. L'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR. Cette action est une action citoyenne et Madame le DG de l'ANASUR a toujours dit que la salubrité est l'affaire de tous. C'est en cela que nous sommes ici pour appuyer les actions de sensibilisation et d'opération de ramassage de déchets plastiques. Après les communes d'Abobo, d'Agamé, de Cocody et de Koumassi, l'opération Zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues sillonnera les autres communes du district d'Abidjan. Après un séjour à la Mecque pour l'accomplissement du Hajj, 5e pilier de l'islam, 446 pèlerins regagnent le pays.
Ils sont venus dans le 4e vol retour. Ces hommes et femmes sont heureux de retrouver leur famille. Nous sommes de retour et nous avons fait un très bon Hajj. Tout s'est très bien passé. Nous disons qu'il y a une très grande amélioration même dans le Hajj au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes revenus sains et saufs. Nous sommes heureux de retrouver nos familles, nos proches. Tout s'est bien passé. Seulement, l'incident de Mina a un peu gâché le séjour. Nous avons prié pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko leur a exprimé le soutien du gouvernement et la compassion aux familles des victimes de la bousculade de Mina. Beaucoup ont été choqués par cet événement. Donc nous avons adressé au nom du gouvernement et du président nos condoléances aux familles et notre soutien aux blessés. Donc c'était vraiment une présence de réconfort parce que c'est un retour qui se fait dans des conditions que nous savons difficiles. Nous avons un comité de veille qui est là pour accompagner les pèlerins, les blessés, ceux qui sont en choc et les parents des familles endeuillées avec les imams. Donc ce dispositif va continuer à travailler pour faire en sorte que nos compatriotes puissent récupérer de ce choc très grave. Plus de 1800 pèlerins sont déjà de retour au pays sur les 4200 qui ont participé au Hajj 2015. 2 fois par semaine, ce vieux monsieur de 77 ans se rend dans les townships en banlieue de la capitale sud-africaine, Pretoria, pour distribuer de la nourriture aux pauvres. Mais Adrian Vlok n'est pas un grand-père ordinaire. Responsable de l'ordre public pendant les derniers jours de l'apartheid, Vlok était l'un des ministres sud-africains les plus impitoyables. C'était notre boulot d'inspirer la peur aux gens parce que c'était une bataille. On les qualifiait de terroristes, ils venaient se battre, ils en avaient après nous. En 1997, Adrian Vlok a témoigné à la commission Vérité et Réconciliation sur son rôle au sein du gouvernement de l'apartheid. Il a ainsi confessé avoir pris part à la tentative d'assassinat du révérend Frank Chikane, un leader de la lutte contre le régime ségrégationniste. Quelques années après l'élection de Mandela en 1994, celui qui se définissait autrefois comme un raciste s'est rendu au bureau de Chikane et lui a demandé s'il pouvait lui laver les pieds. That was the ultimate humiliation for me, a white minister in cabinet, in the white cabinet. C'était l'humiliation ultime pour moi, un ministre blanc d'un gouvernement blanc, de me mettre à genoux devant un noir. Cela a complètement changé mes perspectives. Depuis ce jour, la couleur n'a plus d'importance parce qu'il a été créé par Dieu, tout comme moi. Et qui suis-je pour penser que je suis mieux que lui ? 21 ans après l'élection de Nelson Mandela, l'ancien ministre affirme qu'il n'est plus le même homme. Il partage sa maison avec un jeune entrepreneur noir, une famille de SDF et un ex-prisonnier qui l'a aidé à rebondir. Moses Nemakande, qui répare des meubles dans le garage, assure qu'il n'aurait pas réussi à s'en sortir sans lui. Mes clients me demandaient qui est le propriétaire. Alors je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a dit « je m'appelle Adrian ». Et j'ai dit à mes clients que cette maison appartient à Adrian Vlok. C'est là que j'ai réalisé que c'était un ancien homme politique, le ministre de la police et tout ça. Mais avant, je ne savais pas du tout. Adrian Vlok reste un cas isolé en Afrique du Sud, où les blessures de l'apartheid sont loin d'être refermées. Il a encouragé ses anciens collègues à présenter des excuses pour leurs actions. Mais jusqu'à présent, c'est le seul ministre de l'apartheid qui ait publiquement demandé pardon à ses victimes. Aux États-Unis, dans une petite ville du Tennessee, ce chiot est à l'origine d'un meurtre. Anna a perdu sa meilleure amie, Makayla, une fillette de 8 ans tuée par son voisin de 11 ans. Elle va beaucoup me manquer, nous dit-elle. À l'origine du meurtre, une banale histoire de gamin. Le tueur voulait voir le chiot de la jeune fille. Elle a répondu non. Il est allé chercher un fusil et lui a tiré une balle de calibre 12 en plein thorax. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 380 meurtres par balle au pays de l'oncle Sam.